Bien, bonjour à tout le monde. Je vais vous parler un petit peu de la structuration de la recherche en intelligence artificielle ici au Labri. Le Labri, comme vous savez, c'est l'un des plus grands laboratoires de recherche en informatique en France, mais c'est un laboratoire dans lequel il n'y avait pas d'équipe de recherche en IA, ou du moins labellisée en tant que telle. Et quand on regarde un peu les activités qu'il y a, néanmoins, en fait, les thématiques d'IA sont très, très présentes, mais un petit peu éparpillées dans les différentes équipes de recherche. Et donc, il y a quelques années, on a été un certain nombre de personnes à se regrouper pour essayer de structurer justement la recherche autour de l'IA au sein de notre laboratoire. Donc, on a été voir un peu les gens. Donc, les quelques transparents que je vais vous montrer là, je veux dire, je ne vais pas vous définir ce qu'il y a, surtout avec des gens, donc on est en PFIA quand même. Mais en fait, c'est les diapos qu'on a présentés aux collègues pour un peu parler de la recherche en IA, et donc en disant un peu que l'IA, c'est la rencontre entre des méthodes et des problèmes. Donc, quand on parle de méthode, on parle plutôt de fondements théoriques. Donc, il y a de la logique, il y a d'apprentissage, il y a de la représentation et de la compilation de connaissances, etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez des problèmes ou bien des applications qui peuvent être de la vision, de la traduction automatique, de l'ordonnancement, de la fouille de données, des jeux, etc. etc. Donc, tout ça, c'est des thématiques que l'on retrouve dans nos équipes de recherche, entre guillemets, classiques ou bien traditionnelles de notre laboratoire bien aimé. Et donc, au final, l'idée, c'est d'arriver à ce que vous voyez là à la dernière phase, c'est que l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique. Alors, il ne s'agit pas d'être exclusif, mais plutôt inclusif pour tous les collègues du laboratoire. Et donc, montrer que l'intelligence artificielle ou la recherche en intelligence artificielle, c'est quelque chose qui doit avoir lieu ou bien qui a sa place dans notre laboratoire. Et donc, on a poussé un peu la fouille un peu plus loin en allant regarder un peu les thématiques sur lesquelles travaillent les collègues. Et donc là, vous voyez le nuage de mots que vous voyez là, c'est des thématiques qui sont un petit peu partout dans les recherches des collègues et dans les équipes de recherche du labo. Donc, il y a de la vision, de la visualisation, il y a des démonstrateurs SAT, vous avez de la décision, de la théorie des jeux, de l'analyse de données massives, etc., etc. Vous avez aussi de l'apprentissage automatique qui est un peu partout. Donc, tout ça, vous voyez, toutes ces thématiques-là ou bien ces mots-là existent dans les activités de recherche des autres équipes de labo, mais c'était pas encore, ça apparaissait dans les différentes activités, mais il n'y avait pas de structure ou bien d'équipe qui travaille vraiment sur l'IA. À côté de ça, il y a la partie aussi pratique, donc l'utilisation de ces techniques-là. Donc, vous voyez, on connaît la robotique maintenant, ou bien l'équipe Roban au sein du labo est très connue, donc même à l'échelle nationale et internationale, donc au travers de la RoboCup, etc. Donc, c'est quelque chose qui est basé pas mal sur de l'IA, ou du moins qui utilise beaucoup de l'IA. Donc, aussi bien pour les robots humanoïdes ou encore pour les engins intelligents agricoles. Vous avez aussi donc tous les travaux autour de l'analyse d'images et de la vidéo, donc au travers de la plateforme Volbrain qui est portée par Pierrick Copé, autour de l'analyse vidéo, autour des travaux de Ginny Bunwapino et d'équipe images et son, donc également dans la partie son pour la caractérisation des choix, des voix chantées, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est des thématiques ou bien des applications des techniques d'IA qui sont présentes. À côté de ça, vous avez tout un ensemble de travaux qui sont mis dans le volet théorique. Donc, vous avez tous les travaux, donc, notamment de Laurent autour du SAT, donc, qui est l'intersection ou bien qui se trouve à l'intersection des méthodes et des problèmes de l'IA. Donc, il y a le solver glucose qui est utilisé partout, donc tant sur le plan théorique qu'en pratique. Et puis, en allant un peu chercher au-delà de ça, via l'utilisation de l'inférence et puis des réseaux bayésiens pour ce genre de problématiques. Il y a eu aussi les travaux donc, qui sont portés par Nathanaël Fijalkov autour du projet financé par le CNRS, donc le projet DeepSynth, qui travaille à la synthèse de programmes juste en utilisant leurs spécifications. Donc, quelque chose d'assez
impressionnant de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a la spécification de programme et on va apprendre à synthétiser des programmes à partir juste de la spécification ou bien sûr de données sur lesquelles on va apprendre. Il y a également les travaux de Megan, bienvenue. Donc, je l'ai vu dans la liste. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je suis content qu'elle soit là parce qu'elle est beaucoup plus compétente que moi sur ces thématiques-là. Mais Megan a obtenu la chaire IA Intended pour financer en fait ses travaux autour des données imparfaites et de leur utilisation pour répondre de manière fiable et pertinente à des questions. Donc, là, encore une fois, Megan est présente dans la salle virtuelle, donc elle peut tout à fait répondre à vos questions là-dessus. Et donc là, c'est un peu les thématiques qu'on a identifiées. Donc, l'étape suivante a été d'identifier les gens qui participent ou bien qui peuvent être source de force pour mener les travaux sur l'IA au labo. Donc, il y a eu 81 personnes donc un peu plus que 80 personnes qui travaillent sur donc des thématiques liées à l'intelligence artificielle, dont 55 sont des permanents. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de doctorants et de post-doctorants. Et parmi ces 80 personnes, ben, il y a plus que la moitié dont les activités sont au cœur de l'IA, c'est-à-dire que leurs travaux sont sur le développement de l'IA et ne sont pas juste utilisateurs de techniques d'IA. Alors, donc l'AXE, donc tout ça a donné lieu à l'AXE, je vais en parler un peu, mais après, mais en fait, pourquoi faire? Pour animer, encore une fois, les activités de l'intelligence artificielle sur le site bordelais. Donc, il y a l'organisation de la RoboCup, il y a donc les collègues qui sont impliqués dans les journées PFIA dans lesquelles on est en plein dedans. Et vous avez bien sûr la participation à des organisations de conférences ou à des programmes committee, etc., etc. Donc, actuellement, comme j'ai dit, en fait, donc tout ça a été, donc il y a eu tout un travail en amont pour structurer les choses, pour parler avec les collègues, etc. Et donc, dans la nouvelle structuration du labo, donc à partir de cette année, on a créé un axe, donc c'est validé. Maintenant, l'axe apparaît en tant que tel au sein dans la structure du laboratoire. Et donc, l'idée, c'est de fédérer les chercheurs qui travaillent au cœur de l'IA. Je l'ai perdu là, car il n'y a que moi qui… Ah, ça a bugué. Ouais, on l'a perdu. D'accord. Il n'y a pas que chez moi alors. Au cœur de l'IA et animer la recherche et la formation d'IA. Alors, je ne sais plus s'il y a un transparent après, mais comme je dois l'avoir quelque part, cette présentation. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais enchaîner. Je pense c'était fini. Hein. Donc, l'idée, encore une fois, c'est très politique. Hein. Enfin, politique. C'est pour présenter, dans le cadre du réseau, les activités du Labri. Et puis, ça a été revenu. J'étais en train de conclure à ta place. Tu as ton micro qui est fermé, là. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ouais, je pense que tu avais fini de toute façon. Ouais. Non, mais ça ne marche pas. Hein. J'en étais dans ma présentation. Ça ne marche toujours pas? Si, ça y est, mais ça lag un peu. Mais tu avais fini, non? Tu étais sur le… Et maintenant? J'étais par là, donc sur la création de l'axe au sein du labo. Ouais. OK. Et puis après, en fait, on a donc juste un peu parler rapidement des thématiques qu'on a identifiées comme pouvant être en fait la signature du labo en IA. Donc, il y a l'amélioration de la confiance envers les systèmes IA. Donc, on a eu un certain nombre de présentations juste avant. Ça passera par l'explicabilité, par l'efficacité et la garantie des modèles. Et donc, on aura après un exposé aussi de Romain Gillot là-dessus. Et puis, il y a tous les travaux de l'équipe autour d'Olivier Beaumont sur l'HPC pour l'IA, donc équipe jointe entre Labri et INRIA. Donc, partie pédagogique, donc on est très impliqué dans le programme de la Graduate Research School au sein de l'université, donc dans laquelle donc elle est portée justement par Laurent Simon et puis Nicolas Anus. Donc là, l'idée, c'est de proposer des semaines
et des séminaires pour les étudiants. Ça ne marche pas bien. Alors, donc cette Graduate Research School, en fait, elle offre quand même, elle vous offre au niveau du réseau la possibilité d'organiser des semaines thématiques, soit au sein de la GRS, hein, qui est sur l'Université de Bordeaux, soit au travers des Bordeaux Summer School, qui sont des semaines en fait organisées pour faire des écoles d'été sur des thématiques. Et il y a régulièrement des appels pour ça. En fait, je fais le binôme avec toi, Aka. Oui, mais vas-y, parce que là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Les transparents sont plus projetés, hein, mais je pense qu'on a… Ils ne sont pas projetés? Non, mais plus là. Plus depuis que ça… Mais je pense que tu avais fini là. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, donc là, ouais, en fait, c'était juste essentiellement pour te passer la main après sur la chaire IA digne et de confiance, donc chaire industrielle portée par Laurent. Et puis, on a également donc l'option en fait intelligence artificielle à Bordeaux INP. Et puis, il y a des événements un peu ponctuels qui ont lieu et dans lesquels on intervient. Donc, il y a l'événement AI for Industry qui est organisé par l'INRIA et dans lequel on a été impliqué. Donc là, je pense que c'est la deuxième édition cette année. Il y a le projet Assets qui travaille sur la définition de cours en IA sur la destination de l'aéronautique et de la défense. Et puis, normalement, il y a un projet de création d'un Master 2 en IA à l'Université de Bordeaux. Et voilà, donc je termine, je pense que j'ai fini. Bon, donc c'est un axe qu'on co-anime avec Laurent, qui est là. Donc, si vous avez des questions, mais bon, je pense que Laurent va d'abord prendre la parole pour présenter la chaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Aka. Je pense est-ce que tu peux arrêter de partager exprès pour une fois là? Ah ouais, j'arrête, ouais, pardon. Sans bugger. Ouais, bah, j'espère. Voilà, donc l'idée c'était de lancer cette discussion et puis lancer cette présentation pour en discuter vendredi et pour vous montrer un peu ce qu'on essaie de structurer sur le site. Je vais pas du tout projeter tout ce que j'avais prévu de projeter sur la chaire IA digne de confiance parce qu'on est un petit peu en retard et je préfère laisser du temps pour les présentations scientifiques. Cette chaire, c'est une chaire Fondation Université. Donc, c'est une chaire qui va, grâce à la Fondation, essayer de trouver des mécènes pour sponsoriser, pour financer en fait des projets de recherche et des actions de formation. Donc, elle vient juste de passer au conseil d'administration de la Fondation. Donc, elle vient d'être acceptée il y a 2 semaines. Et donc là, on est dans une phase de prospection. Enfin, on n'a même pas commencé, c'est-à-dire qu'on entend une phase de rédaction des flyers pour aller faire des prospects chez des mécènes qui seraient capables de financer cette chaire. Elle consiste principalement à financer 2 thèses et 3 ans de postdoc, mais également tout un tas d'actions, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Donc, c'est une chaire qui est coportée par l'Université de Bordeaux, Bordeaux INP, et puis par Kedge Business School, notamment pour la partie SHS. Alors, là, je voulais vous montrer ces attaques que je trouve très drôles sur les réseaux qui sont un peu plus sophistiqués, c'est-à-dire dès qu'on commence à avoir des réseaux qui sont multimodaux, donc des images et des textes, en fait, c'est encore plus simple de les tromper, c'est-à-dire que pour faire croire à une IA que c'est un iPod sur une photo, il suffit de marquer iPod sur un sticker et en fait, il croit que c'est un iPod. Donc, c'est encore plus facile maintenant de tromper les caméras de vidéosurveillance. Vous mettez un sticker avec marqué Emmanuel Macron et vous pouvez rentrer à l'Élysée. Il y a plein d'autres problèmes en fait qui arrivent avec les IA qui sont plus compliqués. Donc ça, c'est pas forcément un problème qui va être étudié dans le cadre de la chaire, mais notamment on a des problèmes de biais et des problèmes qui sont très profondément ancrés dans la société et dans les langages, comme le fait de traduire des phrases qui peuvent être neutres. Donc le hongrois est neutre en genre et quand on le traduit en anglais ou en français, d'ailleurs c'est la même chose. Mais quand il s'agit d'être belle, c'est elle, et intelligent, c'est il. Et voilà, donc en piochant dans les textes, il y a des gros biais qu'on ne veut pas avoir en vrai. Donc ça pose vraiment tout un tas de problèmes, l'IA. Et donc, la chaire se base en fait sur ce qui est bien connu en fait depuis longtemps, c'est la capacité d'un système à s'expliquer par rapport à sa précision, en tant que
qu'objet prédictif. Donc effectivement, là en ce moment, on parle beaucoup de deep learning parce qu'ils sont très très forts en fait en précision. Par contre, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut déployer en fait dans les entreprises ou face à un client ou à des utilisateurs? Et en fait, les utilisateurs, eux, vont plutôt vouloir quelque chose de transparent, éventuellement, d'explicable, en tout cas de compréhensible et donc d'acceptable, dans qui ils peuvent avoir confiance. Donc, tout ça, ce sont des notions assez compliquées, mais sur lesquelles il va falloir travailler si on veut que les IA soient embarquées et utilisées en pratique jusque chez les utilisateurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si ce graphique est assez connu, en fait, ce qui cache, c'est l'échelle. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on est d'accord sur le fait que, quand on voit ce dessin, on a l'impression que le deep learning, pourquoi pas, plutôt que decision tree, mais en fait, on ne connaît pas la précision. C'est-à-dire que si jamais le deep learning, en fait, il est explicable à 50%, et puis il est à 0,985 de précision, mais qu'en fait, les decision trees sont très, très explicables et sont précis à 92, alors c'est plutôt ça qu'on va choisir, parce qu'en fait, on est capable de perdre un tout petit peu en précision pour gagner beaucoup en explication. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément étudiées, notamment parce que ce paramètre d'explicabilité, ou alors, mettons, cette mesure de confiance de l'utilisateur dans le système, c'est des choses qu'on ne sait pas mesurer. Et c'est des choses même qui sont très compliquées à mesurer, et dans lesquelles il va falloir peut-être mettre en œuvre des expériences avec des humains qui prennent du temps et qui ne sont peut-être pas compatibles avec le rythme effréné des publications en IA qu'on voit en ce moment. Donc il faudrait prendre le temps de réfléchir un petit peu à tout ça et de regarder. L'autre point, c'est est-ce qu'on a envie vraiment que ce soit les informaticiens qui définissent la confiance? Là, c'était un clin d'œil à Nicolas Roussel qui aime beaucoup l'IHM. Ça, c'est une interface homme-machine conçue par un informaticien. Voilà, donc lui, il est très content. Mais un utilisateur normal, il ne va rien comprendre. Donc voilà, donc il ne faut surtout pas, je pense que c'est quelque chose d'important, laisser les informaticiens définir la confiance. Parce que ce n'est pas leur métier, et voilà, faut laisser faire les professionnels. Bon, je fais assez vite, hein, mais je vais peut-être juste m'arrêter sur celui-là et après aller sur les actions. Donc, l'explicabilité elle-même pose problème, parce que, par exemple, on voit des systèmes IA qui apprennent à expliquer des décisions et qui expliquent des décisions comme le ferait un humain. Donc ça part d'un bon sentiment, mais en fait, là, ce qu'on est en train de construire, c'est des hommes politiques qui sont capables d'expliquer n'importe quoi et qui font comme si c'était vrai. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'explication soit la bonne. Donc, on veut un fair play, on veut quelque chose de sincère. Et de la même manière, en fait, on n'a pas envie d'être KO par une explication trop longue ou incompréhensible. On a envie d'avoir la meilleure explication compréhensible. Donc, tout ça, l'explicabilité est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et quand je vois des explicabilités sur des random forests, où en fait on dit, voilà, à partir du moment où ce sont des arbres aléatoires, on arrive à l'expliquer, non, un humain, au bout de 3-4 arbres de décision, il est perdu, il n'est pas capable d'en faire la synthèse. De la même manière, la confiance prouvée par un informaticien est très limitée, c'est-à-dire que les processeurs sont prouvés par des systèmes hyper sophistiqués, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bug à l'intérieur. Par contre, il peut y avoir des vulnérabilités, comme la vulnérabilité Meltdown, qui a fait perdre énormément d'argent à Intel et qui était due à quelque chose en dehors en fait, de la partie prouvée et qui était complètement inattendue. De la même manière, la confiance, ce n'est pas du tout l'argument d'autorité. Un spécialiste qui vous dit « vous pouvez avoir confiance », on voit bien que les réseaux sociaux, que la confiance n'est pas du tout là. Là, ça fait écho à la présentation de Cédric tout à l'heure. Et puis, on est des humains, c'est-à-dire que quand ça ne marche pas, moi, quand j'ai fait l'armée, j'étais formateur en Word et en Excel à l'armée, et il y en avait plein de gens qui disaient « j'ai cliqué et ça ne marche pas, il ne veut pas. Il ne veut pas mettre en gras ». Mais non, parce qu'il n'a pas cliqué, vous n'avez pas cliqué là où il fallait. Donc, en fait, puis on voit aussi les gens, par exemple, au distributeur d'argent, s'énerver contre le distributeur parce qu'il ne veut pas leur donner de l'argent, je ne sais pas quoi. Donc, voilà, on va volontiers accuser la machine de nos propres fautes. Et puis, l'acceptabilité elle-même, c'est-à-dire c'est ce qui va être un frein au déploiement d'IA devant des utilisateurs, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on voit là avec le vote électronique, est-ce qu'on veut avoir un vote électronique même s'il est prouvé? Donc, la question, là, ce qu'on veut, c'est l'acceptabilité. Et on voit que le doute
même sur un argument d'autorité sur le vote électronique, suffit en fait à invalider le vote. On voit avec Trump, il suffit de faire croire qu'il y a eu des fraudes pour qu'on n'y croit pas. Alors, par rapport à ce matin, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir un modèle de fonctionnement, un modèle simple de fonctionnement du système pour l'accepter. Notamment, il y a un exemple en recherche opérationnelle où les gens avaient optimisé le flow sur un ascenseur, c'est-à-dire qu'ils avaient regardé sur un immeuble comment faire pour accélérer le débit en fait, des personnes au niveau de l'ascenseur. Et donc, ils ont gagné, je crois que c'était autour de 20% ou 30% de débit supplémentaire, mais c'est une solution qui n'était pas acceptée parce que les gens ne comprenaient pas en fait, le fonctionnement de l'ascenseur. Et même si le flow global est optimisé, chacun a l'impression que l'ascenseur ne s'arrête pas pour le prendre. Et donc, les gens n'ont pas voulu en fait, utiliser cette technologie. Voilà. Et donc, il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on a des habitudes sociétales dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'accepter, qui ne sont pas forcément formalisables, qui sont peut-être difficiles à mettre en œuvre. Et puis, est-ce qu'on veut vraiment accepter quelque chose basé sur des stats? C'est-à-dire, si on nous dit une voiture est fiable à 99%, mais dans 1% des cas, il est possible qu'elle vous tue alors que vous n'avez rien fait, on n'en a pas envie. Voilà. Donc, là, j'avais un exemple de choses en pratique, parce que là, c'était des choses très générales. Mais la chaire, en résumé, ce qu'on va essayer de faire, c'est accélérer les activités de recherche et de formation en IA, concilier efficacité et garantie attendue, donc ça avec un partenariat, avec un lien fort avec les SHS à Bordeaux. Notamment, on va essayer de faire en octobre-novembre une rencontre plutôt informelle, plutôt de la base, on va dire, des discussions autour des problématiques de confiance entre SHS et informaticiens pour essayer de comprendre un peu ce qu'on peut attendre. Et la particularité, c'est que c'est vrai que c'est un peu comme ce qu'on dit en informatique, les DevOps, c'est-à-dire qu'on va se poser la question du déploiement de l'outil qu'on construit avant de le construire. Voilà, donc on va prendre en compte l'acceptabilité de l'outil final avant de le faire. Voilà. Finalement, j'ai pris le temps que j'avais prévu de prendre en moins de transparent. Voilà, les questions, on les prendra soit à la fin, soit vendredi, je vous propose. Et puis, voilà, c'était un peu rapide, mais je voulais vous donner les mots-clés de cette chaire, qui est encore une fois en construction, donc on a le temps d'en discuter ensemble sur tous ces points. Le point essentiel aussi, c'est que, il y aura des actions, il y aura un appel à financement annuel, si on a de l'argent, si on a des mécènes, pour financer des micro-projets ou des rencontres ou des projets, etc. Le but, c'est de stimuler la recherche très simplement, sans des gros appels difficiles à remplir. Voilà.